Eh bien écoutez, je suis également très heureux de vous parler de Maurras. Je commence par évidemment remercier notre hôte, le cercle Aristote, et je vais essayer, alors à peu près en une heure, non pas de vous dresser un panorama de l'itinéraire ou de la pensée de Maurras, ce qui serait parfaitement ridicule, mais de vous amener à réfléchir peut-être, y compris dans le cadre d'échanges et de questions, sur un certain nombre d'aspects. Alors, je voudrais commencer, puisque nous sommes dans un café qui s'appelle le François Copé. Je suis très content parce que je vois qu'il y a un certain nombre de jeunes. Alors je ne sais pas si vous connaissez Maurras, mais vous ne connaissez pas forcément François Copé, un poète qui fut très célèbre en son temps, mais qui, depuis sa mort en 1908, est largement oublié, mais qui croise, cela étant, la figure de Maurras. Et je voudrais démarrer par une petite référence d'une lettre de Maurras à Barrès. On est en février 1899 et Maurras, à ce moment-là, aspire à rentrer au comité directeur de la Ligue de la Patrie Française. Une Ligue de la Patrie Française dominée par la figure de Jules Lemaître et de François Copé. Alors évidemment, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais si Maurras était entré à la Ligue de la Patrie Française, l'Action française, qui était à l'époque tout à fait balbutiante, aurait peut-être eu un autre destin. Et voilà ce que dit Maurras. C'est une entrée sur Copé en clin d'œil, mais aussi une entrée sur Maurras, bien entendu. Donc on est au début 99, donc en pleine affaire Dreyfus. Les Jaurès, c'est Maurras qui parle, qui écrit à Barrès. Les Jaurès, les Lazare, les Rand, les Séverine, les Guyot, conviennent au moins du mal que je leur ai fait. Ni les Thiébaut, ni les Lemaître, ni les Copé ne sentent l'avantage qu'il y aurait en ce moment à dépouiller l'homme de lettres et à témoigner quelque confraternité d'armes. Je ne me plains pas, je ne crie pas à la justice, je ne crois pas à la justice. Mais je signale une imprudence. On me diminue à plaisir, on se prive d'un élément vivace d'action qui jusqu'ici ne s'est signalé ni par une ambition dévorante, ni par un arrivisme sans frein. C'est Maurras qui écrit à Barrès. Il a à ce moment-là 31 ans et il est dans une position où finalement il considère que le monde littéraire ne lui a pas fait la place à laquelle il aspirait. Alors, je vais essayer de retracer en quelques mots un certain nombre d'éléments sur ce parcours de Maurras. Alors, je suis un petit peu ennuyé parce que, et ça c'est le côté enseignant, professeur, je ne sais pas exactement, pour parler avec cette affreuse formule des pédagogues, je ne sais pas quels sont les prérequis. Pour dire les choses beaucoup plus simplement, je ne sais pas parmi vous qui connaît quoi de Maurras. Alors je m'excuse par ailleurs, il y a un certain nombre de gens dont je sais qu'ils connaissent Maurras par cœur, je m'excuse d'un certain nombre de redites, bien entendu, pour eux, mais je vais essayer quand même d'être, au moins au début, un petit peu pédagogue et de vous donner un certain nombre d'éléments rudimentaires pour permettre de comprendre ce qui va suivre. Alors, je vous rappellerai par conséquent, avant de réfléchir sur le parcours de Maurras, de réfléchir sur sa fonction de maître et sur son rôle de contemporain capital, pour reprendre une formule bien connue du premier XXe siècle, je vous rappelle quelques éléments biographiques essentiels. Quand on parle de Maurras, on parle d'un homme qui est né en 1868, qui meurt en 1952. C'est vraiment la traversée de toute la fin du XIXe siècle, donc à partir de la guerre de 1870 jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale. Le parcours de Maurras, on peut le découper bien entendu en différentes étapes, mais par rapport à la problématique qui a été la mienne, c'est-à-dire au fond celle de la réflexion sur le maître qu'il a été pour ses contemporains, elle peut se découper au fond en deux phases. Maurras est véritablement un maître, un jeune maître, mais véritablement un maître autour de ses 40 ans.
vers 1908. Au moment où l'Action française, le journal, devient un quotidien. Il n'a pas encore publié certains ouvrages essentiels, mais à ce moment-là, incontestablement, il pèse sur toute une partie de ses contemporains, et en particulier sur toute une partie de la jeunesse. J'y reviendrai. Alors, avant, qu'est-ce qu'il faut retenir pour comprendre au fond ce personnage et son avènement comme maître? Il faut d'abord se rappeler que la biographie de Maurras débute avec un certain nombre de failles, et de failles dramatiques pour lui, en particulier entre sa naissance et son âge de 14-15 ans, puisque successivement, le jeune Maurras, l'enfant Maurras, perd son père à 6 ans, l'adolescent Maurras se trouve atteint de surdité à l'âge de 14 ans, et le jeune catholique qui était Maurras perd à ce moment-là la foi. Alors, j'insiste surtout ici sur la question de la surdité, dont on ne parle pas, ou à mon sens pas assez, quand on évoque Maurras, mais je crois qu'il est extrêmement important de comprendre que cet homme a eu un véritable magistère, sans un élément qui est pourtant quelque chose de fondamental dans le magistère, surtout pour un temps qui est dominé par la vie des cafés, où Maurras est au Café de Flore et ailleurs, c'est la parole. Il n'a pas la parole. Il n'a pas la parole parce qu'il peine, et de quelle façon, à pouvoir évidemment s'entretenir avec, ses contemporains. J'y reviendrai en évoquant ses études, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais pu suivre d'études. C'est un autodidacte, Maurras. Il ne peut pas suivre d'études puisqu'il ne peut pas assister aux cours, il n'entend pas. Et donc, ce jeune garçon se retrouve à 14 ans, première série de failles, isolé, et il va à ce moment-là bénéficier de l'aide d'un homme avec lequel la correspondance qui a été publiée ces dernières années, notamment par Axel Tisserand dont on parlait, est une source absolument fondamentale pour comprendre le tout premier Maurras, le jeune Maurras, c'est l'abbé Penon. Cet homme qui va très rapidement prendre la mesure de l'élève à qui il enseigne, dont il est le précepteur. Il est très intéressant de voir comment Penon prépare Maurras aux 2 baccalauréats qu'il obtient, et comment très rapidement, alors que Maurras a moins de 20 ans, ce premier maître pour Maurras, Penon, devient progressivement un ami. En même temps une forme aussi sans doute de père de substitution, mais il y a une dimension très intéressante dans leur correspondance, quant à la façon dont Maurras finalement se positionne une fois que Maurras a son bac, une fois qu'il commence à publier ses premiers articles. Il regarde son maître autrement, tout en lui gardant évidemment beaucoup d'affection. Alors, Maurras, c'est un Provençal, et bien sûr, vous le savez, c'est en même temps quelqu'un qui, s'il n'a pas guère quitté, il n'a pas quitté la Provence avant de monter à Paris, comme on dit, après ses 2 baccalauréats, s'installe par la suite à Paris, où il est censé faire des études qu'il ne suit pas, mais où il va débuter, au fond, dans une carrière qui a été la sienne, celle de la plume. Alors, je crois qu'il faut comprendre ce qu'est ce monde de la plume dans ces années, dans cette seconde moitié des années 1880 et pendant les décennies qui vont suivre. Ce monde des journalistes, c'est, comme l'a dit un de mes collègues, c'est vraiment la civilisation du journal à ce moment-là. Il y a une floraison de titres, il y a une possibilité, plutôt beaucoup de possibilités offertes à des jeunes gens de se lancer dans l'écriture, et Maurras finalement, à défaut de pouvoir faire autre chose, il a déjà un petit brin de plume, y compris dans ses tout premiers articles qui sont intéressants, et bien Maurras se lance dans l'écriture. Alors, il prend ce qu'il peut trouver, et grâce à l'abbé Penon, il commence à travailler dans la presse catholique, et c'est
Il a 20 ans, au moment du boulangisme, et ses premiers articles sont au fond essentiellement des articles de compte-rendu. Ce sont des articles de compte-rendu, il faut des compte-rendus surtout ce qu'on lui demande de chroniquer. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a des domaines qui ne l'intéressent déjà pas du tout, à tort de mon point de vue, notamment l'économie, il aurait mieux fait de s'y intéresser, mais il a une passion incontestablement pour la littérature et la philosophie. J'insiste là-dessus, avant d'avoir une passion pour la politique. C'est-à-dire que même s'il manifeste au moment du boulangisme, même s'il vote Naquet, etc., il l'a dit d'ailleurs plus tard, dans Encore les Français ne s'y mettent pas, hein, ce sont les lettres qui l'ont conduit à la politique. Hein, mais il faut bien comprendre cette dimension littéraire, philosophique très importante chez Maurras. Alors, la fin des années 1880 sont des années très importantes, à la fois sur le plan professionnel, mais sur le plan amical. C'est les premières grandes amitiés. Alors, avec des aînés, j'ai parlé de l'abbé Penon, mais il y a un deuxième grand aîné qui va avoir par la suite un itinéraire tout à fait différent de celui de Maurras, mais à qui Maurras va continuer, y compris lorsqu'il est emprisonné à Clairvaux, à vouer un culte jamais démenti, c'est Anatole France. Anatole France, Dreyfusard, M. Bergerac, Paris, leurs parcours vont complètement diverger, mais Maurras reste très fidèle à France, à sa langue, etc., etc. Mais dans les années 1888-1989, deux hommes font leur apparition dans la biographie de Maurras. C'est Maurice Barrès, l'autre grande figure du nationalisme français, qui est l'aîné de Maurras de quelques années, mais un aîné déjà très prometteur. Barrès est un jeune écrivain très en vue, et dans leur correspondance, il est intéressant de voir que très rapidement, dès les premières lettres, Barrès, au fond, laisse le jeune Maurras lui parler quasiment d'égal à égal. Autre personnage qui joue un rôle essentiel dans l'itinéraire de Maurras, c'est Frédéric Amoretti, donc, qui est un personnage qui va mourir assez rapidement, mais avec lequel Maurras, dans les années 1890, va se lancer dans ses premières activités, outre ses activités de plume. Alors, ces années 1890, je vous les résume très rapidement. Qu'est-ce qui caractérise le Maurras de ce temps-là? Vous voyez que pour le moment, il n'est pas question de monarchie, il n'est pas question de nationalisme. Ce qui va caractériser les années 1890, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est l'accent mis par le jeune Maurras sur tout ce qui renvoie à la culture provençale, à l'école romane, à l'école du fait libre. Et Maurras est un grand admirateur de Mistral, avec lequel il est en contact, et Maurras et Amoretti veulent absolument dynamiser ce monde des faits libres qui pour eux est un monde beaucoup trop frileux. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, je le raconte dans le livre, mais c'est intéressant de voir comment la répartition des rôles se fait entre eux. Dans les réunions des faits libres, c'est Maurras qui a écrit et c'est Amoretti qui parle. C'est extrêmement intéressant de voir comment les choses se font. Et autre élément intéressant dans cet épisode des faits libres, c'est que Maurras se situe toujours, et on retrouve la même chose dans l'affaire Dreyfus d'ailleurs, il prend volontairement les points de vue les plus radicaux pour justement se distinguer. Il est intéressant de voir que chez lui, si Maurras devient un maître, et si Maurras fait école, c'est parce que Maurras a voulu faire école. Barrès était un maître qui n'a jamais voulu faire école. L'individualisme barrésien est très différent de cette espèce de sentiment et de pulsion véritablement chez Maurras de vouloir être, un être toujours soucieux du collectif. Ce n'est pas forcément l'image qu'on en a, mais c'est pourtant un élément essentiel. Donc, le fait libre, l'école romane, la Renaissance provençale, et derrière elle, l'idée de décentralisation. Maurras est inséparable, on peut parler des débats actuels, il y a tous les débats sur les langues régionales ou tous les débats sur la décentralisation. Ce que dit Maurras, de ce point de vue-là, est extrêmement intéressant et il est, dans l'histoire des idées décentralisatrices en France, un jalon tout à fait essentiel. Autre élément, dans les années 1890, milieu des années 1890, avec Barrès, le journal La Cocarde. Alors, c'est un journal extrêmement intéressant que le politiste israélien Zev Sternel avait déjà bien... dont il avait saisi évidemment tout à fait l'importance, y voyant la matrice d'un préfascisme à la française, etc. Mais c'est intéressant parce que La Cocarde, c'est le premier engagement véritablement politique de Maurras à travers la plume. C'est le moment où Maurras affirme déjà, il faut le dire,
un antisémitisme conséquent, et en même temps en ajoutant, et on est avant l'affaire Dreyfus, on est au tout début, que l'antisémitisme est quelque chose qui peut être porteur, et Maurras, comme Barrès d'ailleurs, est un enfant de la civilisation du journal. C'est aussi un journaliste qui sent parfaitement ce qu'est l'air du temps. La Cocarde, c'est aussi un moment anticapitaliste extrêmement intéressant, et ce journal qui finalement ne va pas donner grand-chose en termes de durée, il va durer un peu plus d'un an, enfin à peine un an d'ailleurs. Ce journal est en même temps un moment très important pour Maurras et pour son itinéraire vers la politique et vers un engagement plus marqué. Toujours dans ces années 1890, troisième élément à comprendre et à souligner, progressivement, le goût de Maurras et le souci de Maurras de s'affirmer comme un écrivain. Et c'est pendant les années 1890 qu'il commence à publier, cette fois-ci non plus des chroniques, mais ses premiers textes, et il va, au fur et à mesure, mûrir, après son voyage en Grèce de 1896, où il est reporter aux Jeux Olympiques. Bon, les reportages de Maurras aux Jeux Olympiques, c'est absolument extraordinaire, parce qu'on est évidemment très loin des commentateurs sportifs d'aujourd'hui, et le style n'est pas celui de l'équipe. Souhaitant qu'en équipe, c'était Antoine Blondin qui rédigeait les chroniques du Tour de France, on était dans quelque chose qui aurait pu, à certains égards, ressembler à vraiment, c'était de la littérature. Là, aujourd'hui, on en est très loin. Mais avec Maurras, c'est incontestablement quelque chose d'intéressant, parce que les Jeux Olympiques sont pour lui un formidable prétexte à la fois pour parler du sport, mais pour parler aussi de bien d'autres choses. Mais, je vous disais parler du sport, parce que Maurras comprend très bien, très vite, sur place, ce qu'est le sport de masse. Comment, finalement, le nationalisme peut s'emparer du sport, etc., etc. Et il a, de ce point de vue, des pages et des passages tout à fait instructifs. Mais c'est tout le produit de ce premier séjour en Grèce et de nombreuses lectures qui va conduire Maurras à écrire un de ses ouvrages les plus importants littérairement, qui est Antinéa, et qui a connu d'ailleurs une succession d'éditions. Alors Antinéa qui est doublement intéressant, à la fois sur le plan littéraire, mais évidemment aussi sur le plan religieux, puisque l'abbé Penon, lorsqu'il découvre Antinéa, est évidemment effaré par le néopaganisme, explique-t-il. Le paganisme, pour l'abbé Penon, il n'y a pas de néo, le paganisme qui s'en dégage. Alors là, il y a des échanges entre eux tout à fait intéressants, plein d'ailleurs, et c'est en même temps une correspondance privée, c'est ça qui est intéressant, mais plein de franchises, de part et d'autre. Chacun écrit ce qu'il pense, et ce qu'il pense au fond. Et puis, dernier élément, on est donc juste avant que l'affaire Dreyfus devienne vraiment l'affaire, après le J'accuse de Zola du 13 janvier 1898, Maurras s'intéresse de plus en plus à la politique, et c'est à ce moment-là qu'au fur et à mesure, il entame toute sa réflexion sur le nationalisme, qu'il va définir ce qu'il a appelé l'empirisme organisateur, et qu'il va se faire progressivement le chantre d'un nationalisme intégral où l'idée monarchique joue un rôle fondamental. Simplement, chez Maurras, le monarchisme ne doit plus être une question de sentiment, mais de raison, et Maurras va essayer, autant que faire se peut, et plus tard l'Action française d'ailleurs, de prendre un certain nombre de distances avec justement l'ancien royalisme. Ce dont ne veut surtout pas Maurras, c'est au fond cantonner le monarchisme de l'Action française ou du nationalisme intégral au vieux royalisme, et il explique qu'en réalité le nationalisme intégral est le produit, et on voit bien chez lui d'ailleurs toute l'influence d'Auguste Comte, est aussi un produit qui peut s'analyser à partir des auteurs les plus contemporains, et notamment la sociologie naissante. Alors, dans ces conditions, on arrive à 1899, dont je vous parlais. Maurras a une trentaine d'années, il a une position un peu particulière, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'incontestablement prometteur, c'est quelqu'un qui a un nom dans le monde des lettres, mais si vous rapportez, si vous voulez, l'aura de Maurras à 30 ans par rapport à celle qui était à l'aura de Barrès au même âge, ça n'a strictement rien à voir. C'est quelqu'un qui dans la presse nationaliste compte, mais qui en même temps
dérange tout un milieu ligueur et conservateur, parce que justement, il est considéré, le jeune Maurras, ou le Maurras trentenaire, comme un élément trop radical. Et c'est cette radicalité qui l'empêche de se voir proposer la place à laquelle il aspirait, c'est-à-dire celle d'être membre du comité directeur de la Ligue de la Patrie française. Et incontestablement, cet échec à la Ligue de la Patrie française permet aussi de comprendre pourquoi il va s'accrocher à ce petit mouvement d'ailleurs dans sa correspondance avec Barrès, il ne dit au départ pas grand bien. Il dit ces gens sont pas très intéressants. Il y a une personne qui compte pour lui, c'est Pierre Lasserre, le futur pourfendeur du romantisme. Les autres, il dit, sont pas forcément très intéressants, mais à défaut d'être à la Ligue de la Patrie française, Maurras devient véritablement l'épicentre de ce mouvement d'action française, au départ républicain, qu'il va convertir au nationalisme intégral, et il devient évidemment le maître d'œuvre progressivement de la petite revue grise qui naît en 1899 et qui va par la suite accoucher du quotidien L'Action française. Mais 1900, c'est le moment où Maurras publie l'enquête sur la monarchie, les premières étapes de l'enquête sur la monarchie, et où incontestablement il profite, et ça c'est important à comprendre, il profite de l'effondrement, et le terme n'est pas excessif, du vieux nationalisme de la Ligue de la Patrie française, qui a lamentablement échoué au moment où Paul Déroulède a tenté son coup d'État, etc. En février 99, c'est un échec complet. Et Maurras profite finalement de l'effondrement de la Ligue de la Patrie française pour affermir ses positions et axer au fond sa démarche en 3 points fondamentaux chez lui. 1. Le souci d'une affirmation doctrinale. Si la Ligue de la Patrie française échoue, c'est parce qu'elle n'a pas de doctrine, explique Maurras. Donc il faut lui donner une doctrine de premier plan. Deuxième élément, si la Ligue de la Patrie française échoue, pense aussi Maurras, c'est parce qu'elle est vieillissante, d'où l'accent qu'il va mettre à attirer au maximum les jeunes générations. Et l'Action française, alors par la suite évidemment, dans l'entre-deux-guerres, les choses peuvent être un peu différentes, encore que, mais l'Action française a toujours été un mouvement de jeunes, et particulièrement avant 14, puisque Maurras évidemment lui est, et pour cause, c'est une évidence, beaucoup plus jeune que par la suite, il donne, et pour cause, une image, la relation n'est pas la même avec les gens d'AF d'avant 14 que de ceux d'après-guerre, évidemment. Bon. Et troisième élément, c'est le souci de Maurras, on arrive en 1905 et en 1908, d'articuler son discours à un système qui est un système fondé sur trois piliers. 1. La Ligue, créer une Ligue d'Action française qui va être fondée en 1905. 2. Un institut d'Action française, qui se veut, dans l'esprit des Maurassiens, une contre-Sorbonne. Alors c'est d'ailleurs assez amusant parce qu'il y a des chaires, etc. C'est tout à fait calqué sur l'université classique. Et troisième élément, et c'est une idée que poursuit Maurras depuis la coquette, c'est récurrent chez lui, créer un journal. Et c'est pour lui le plus important. Ce qui compte pour Maurras, plus encore que la Ligue, plus encore que l'Institut, c'est le journal. Car évidemment, il est à son affaire, c'est un homme de plume, et il est en plus absolument convaincu que la propagande par le texte doit permettre de déboucher sur des transformations profondes et des réalisations profondes. Il y a chez Maurras cette conviction que les idées mènent le monde et qu'à partir des idées, on va pouvoir agir. Certains d'entre vous, je n'en doute pas, ont chanté la Royale, et je me contenterai de rappeler pour les néophytes deux extraits de cette chanson tout à fait intéressante et singulière dans les champs politiques, notamment des ligues nationalistes. Premier passage de la Royale: si tu veux sauver la France, pense clair et marche droit. Ce qui est très intéressant, c'est le pense clair. C'est-à-dire que on n'est pas dans l'action suit la réflexion. On verra que le problème, c'est parfois l'adéquation entre les deux. C'est une autre affaire. Mais il y a un deuxième élément intéressant
de cette royale composée au tout début des années 20, c'est la place de Maurras. Parce qu'on se dit, mais finalement, quelle est la place de Maurras de tout ça? Eh bien, Maurras figure dans la royale. Et il figure dans la royale, alors à la fin de la chanson, enfin, là c'est un vocabulaire évidemment tout à fait maurassien, enfin des chimères fatales, un grand penseur délivre nos cerveaux. Très intéressant parce que c'est le rôle que s'assigne Maurras, c'est le rôle que lui assignent les autres. Le problème, évidemment, c'est que la politique, ce n'est pas uniquement une question d'idées, c'est aussi une question d'action et de stratégie. Et là, évidemment, Maurras, on aura l'occasion d'en reparler, n'était pas forcément aussi, n'avait pas forcément l'acuité voulue. Alors, je termine sur cet avant 14 pour avancer en soulignant 3 choses sur l'avant 14, donc entre cette fondation de l'Action française et le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Avant 1914, Maurras, je vous l'ai dit, est un maître, mais il est un maître pour les siens, qui commencent à se développer, mais il est aussi une référence et un adversaire important pour les autres. Ce qui est très important dans son cas, c'est de ne pas seulement considérer, comme l'ont d'ailleurs trop souvent fait les Maurassiens à mon sens, le petit monde de l'Action française, le monde de l'Action française, mais de voir, et moi ça m'a beaucoup frappé, l'aura qu'il peut avoir, y compris chez les adversaires. Samba écrit un ouvrage oublié mais fort instructif, faites un roi, sinon faites la paix. Donc, socialiste contre Maurras, et entre les deux, qu'y a-t-il? La question se pose. C'est avant 14 que Maurras commence à être connu à l'étranger. Il va l'être plus encore après la guerre, mais avant 14, déjà, l'Action française et les idées maurassiennes sont connues en Catalogne, sont connues en Belgique, etc., avec d'ailleurs des biais tout à fait différents. Mais bon, la langue dans un cas, le catholicisme dans l'autre, mais bon, le catholicisme de combat, mais c'est un élément important. Et puis, troisième chose, Maurras participe avec évidemment les siens à la préparation de la revanche, ou ce qu'ils appellent le réarmement moral, et pendant la Première Guerre mondiale, Maurras joue le rôle qui est le sien, il écrit d'ailleurs beaucoup, celui d'avoir une influence utile. Une influence utile, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas combattre, et comme il ne peut pas combattre les armes à la main, il va combattre sur son terrain par la plume. Alors, je vais aller assez vite dans la deuxième partie pour essayer de réfléchir, enfin deuxième partie de son itinéraire, pour essayer de réfléchir au fond sur sa fonction de maître et sur son rapport à l'action en retraversant tout ça. Mais je dirais que la Première Guerre mondiale, c'est un très grand moment pour l'Action française, mais c'est une terrible contradiction. Très grand moment, mais terrible contradiction. Très grand moment, pourquoi? Parce que pendant la Première Guerre mondiale, Maurras, je vous l'ai dit, écrit beaucoup, le journal est extrêmement diffusé. Le journal fait d'ailleurs une certaine paix avec le régime, c'est l'Union sacrée, et le président de la République lui-même, Raymond Poincaré, etc., s'intéresse de près à ce qu'écrit Maurras, voire aussi à ce qu'écrit Daudet, etc., etc. Mais Maurras, évidemment, souhaite de tout cœur et très ardemment la victoire, en considérant en même temps que cette victoire ne peut pas être considérée comme celle de la République. C'est la victoire de la France, pas celle de la République. Mais cela étant, vous comprenez bien qu'il va y avoir, au final, évidemment, pas un véritable problème, mais une question qui incontestablement se pose. À la fois, Maurras était un homme pour qui la notion de défaitisme révolutionnaire n'aurait absolument eu aucun sens, mais en même temps, si la France, si la victoire est remportée en 1918, la République ne peut en sortir que renforcée. Et d'ailleurs, c'est ce qui advient, même si très rapidement, Maurras se lance dès 1918. J'ai repris ses articles d'ailleurs au lendemain du 11 novembre, c'est très intéressant. Il a déjà beaucoup de doutes sur ce que peut être la paix, le rapport à l'Allemagne, etc., etc. Mais incontestablement, l'heure de gloire de l'Action française. Et là, on est en 1919-1920, c'est sans doute l'apogée de l'Action française. On est à un moment où, sur le plan intellectuel, c'est le parti de l'intelligence qui s'oppose à ce moment-là
à l'autre grand courant intellectuel et littéraire qui est, vous aviez raison de parler de littérature, qui est la Nouvelle Revue Française, et un certain nombre de grandes figures de la NRF sont à ce moment-là très attirées par l'Action française, et on le voit bien en lisant les journaux de Schlumberger, etc. C'est un moment où l'Action française pèse incontestablement sur les droites, ou veut peser sur les droites et sur le bloc national, et sur le plan intellectuel et idéologique, elle pèse, mais en même temps, l'Action française a deux problèmes, dès ce moment-là, très repérables. Un, son monarchisme, évidemment, la prive de soutien dans toute une série de milieux conservateurs. Et deuxième élément, l'Action française forme et a formé des élites, incontestablement, mais des élites qui sont essentiellement des hommes de plume, qui ont été des grands écrivains, des grands journalistes, etc. Mais si vous regardez les élites formées par l'Action française, vous ne trouverez ni technocrates, j'emploie volontairement un anachronisme, mais c'est important, disons ni experts. C'est important pour faire de la politique, surtout dans les décennies qui vont suivre, ni non plus d'acteurs politiques. Et ceux qui sont passés par l'Action française, par la suite, vont la quitter, et ça nous amène évidemment à considérer, dès les années 20, la contradiction qui existe, au fond, pour toute une série de maurassiens entre le programme et les réalisations. Si notre force est d'avoir raison, comme le proclame l'Action française et comme le proclame Maurras, à ce moment-là, pourquoi, si on a raison, finalement, on ne parvient pas, du côté de l'Action française, à conquérir l'opinion. Et tout a été essayé. Cette force antiparlementaire avant 14 se présente aux élections en 1919, en 1924, c'est un échec. Et ce rapport entre la raison, la force d'avoir raison et les réalités empiriques conduit à ce qui est un des grands éléments de l'histoire de l'Action française, à savoir les dissidences. Alors là, l'histoire des dissidences de l'Action française, ça dure pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vous en rappellerai quelques-unes. Pour les années 20, c'est Valois. Ensuite, 30-31, c'est Martin. Puis après, ça va être Je suis partout. Et puis, ça va être après Madiran. Et puis après, ça va être Boutan. Et puis après, etc., etc. Et si je me limite à celle des années 20-30, ce qui est très intéressant, c'est que la question de l'action est absolument centrale. La question de l'action est absolument centrale, et elle culmine, bien sûr, au moment du 6 février 1934. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le débat, donc je ne reviens pas sur le 6 février ici, mais le 6 février, c'est très caractéristique. L'Action française, qui avait été affaiblie après la condamnation de 1926, quand le Vatican avait condamné Maurras et l'Action française, avait retrouvé incontestablement de la vigueur au début des années 30, et c'est elle qui a vraiment mis en branle le traitement de l'affaire Stavisky, toutes les manifestations de janvier 1934, etc., etc., pour un résultat où les morts d'Action française sont les plus nombreux au soir du 6 février. On sait qu'il y a 4 morts, enfin il y a 15 morts, 14 civils manifestants. Sur les chiffres officiels, vous avez 4 militants d'Action française, mais il y a aussi 4 autres morts, si vous voulez, qui sont morts des suites de leurs blessures. Et sur ces 4 autres morts, il y en a 3 qui venaient de l'Action française. Donc si vous voulez, sur les 19, ça nous en fait 7. C'est quand même pas rien. Bon. Mais tout ça pourquoi ? Parce qu'effectivement, Maurras n'a pas plus de plan pour prendre le pouvoir en 1934 qu'il n'en avait par le passé. Alors, dans ces conditions, si vous voulez, les années 30 sont, pour Maurras, un moment extrêmement intéressant à prendre en considération. C'est vraiment un magistère intellectuel qu'il exerce, et qu'il exerce sur ses contemporains, mais en même temps une forme d'impuissance politique. Une forme d'impuissance politique qui va, alors là, se traduire encore davantage à l'occasion de l'occupation et de l'État français. Là aussi, je passe vite pour rappeler des choses connues, mais qu'il faut tout de même rappeler. Maurras est à la fois un pétainiste convaincu, mais en même temps c'est un germanophobe et un anti-nazi, sauf qu'évidemment au lendemain de la guerre, lui qui avait approuvé le statut des Juifs, etc., va se retrouver dans son procès très largement mis en cause. Mais très largement mis en cause sur quoi ? C'est ça qui est intéressant quand on relit le procès de Maurras. Le procès qui est fait à Maurras, au fond, c'est d'abord celui du mauvais maître.
c'est Mauriac, c'est tous les autres qui disent mais finalement c'est lui qui a été en quelque sorte un peu une forme de corrupteur de la jeunesse. Et il y a dans ce procès de 1945 une incompréhension de tous les côtés. Maurras est sur place, n'entend strictement rien et débite un texte de 160 pages absolument extraordinaire où il refait toute son histoire, tout son parcours. Mais évidemment on est très très loin des enjeux du procès. De l'autre côté, c'est le mauvais maître qui est mis en cause et la condamnation tombe comme on pouvait s'y attendre. Maurras est condamné. Vous le savez, il est à ce moment-là interné dans plusieurs lieux de détention. Il obtient une grâce médicale en mars 1952 et il meurt à la clinique de Saint-Symphorien à Tours en novembre 1952. Mais il meurt et ses funérailles sont très intéressantes aussi parce qu'il n'y a pas de possibilité de l'enterrer dans le sud. Enfin, son corps ensuite et son cœur a été déposé dans le jardin des Fastes à Martigues, mais la cérémonie a lieu à Tours parce qu'à ce moment-là encore, il y a une espèce de crainte, si vous voulez. C'est quand même quelque chose de tout à fait, c'est un personnage tout à fait fascinant parce que même à ce moment-là, bon, il suscite encore à la fois un mélange de crainte pour certains, notamment chez les catholiques progressistes, et une certaine fascination chez d'autres, et quelqu'un comme Jean Paul Land, la NRF, écrit des textes extrêmement intéressants sur Maurras à ce moment-là. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur son parcours, si vous voulez, et je voudrais, dans les 20 minutes qui restent, si vous voulez, essayer de réfléchir au fond sur, justement, ce qui m'a conduit à écrire ce livre, à savoir la dimension du maître et son rapport à l'action. C'est, entre guillemets, chacun, quand on travaille sur Maurras, j'ai Gérard Leclerc en face de moi, il avait écrit un autre Maurras, chacun, c'est intéressant, chacun un peu a le sien, si vous voulez, ou du moins se pose des questions par rapport à lui, et je ne voulais surtout pas faire une espèce de récit plat et linéaire uniquement, même si je me suis efforcé évidemment de passer par toutes les étapes nécessaires. Pourquoi un maître et pourquoi ce rapport à l'action ? Je vous le disais, Maurras c'est une réussite, et une réussite étonnante, tant en France qu'à l'étranger. Et je voudrais essayer de réfléchir un petit peu avec vous sur, finalement, ce succès de Maurras, en essayant de rapporter Maurras à d'autres. Sachant que, si vous regardez la France du XXe siècle, de mon point de vue, il y a deux grands maîtres, si vous voulez, après on en pense ce qu'on en veut. Hein. Il y a avant, première moitié Maurras, deuxième moitié Sartre. Voilà. Et le parallèle de Maurras-Sartre est assez intéressant. Assez intéressant pourquoi ? Parce que, bon, Maurras, je vous le disais, il a un problème, c'est qu'il ne peut absolument pas régner par la parole. Ça, c'est un premier handicap. Mais, à l'échelle de ce qu'est la France, il en a un deuxième. C'est qu'il n'a nullement les titres universitaires qui lui permettraient de prétendre à un tel statut. Maurras n'est qu'un simple bachelier qui n'a pas fait d'études supérieures, c'est un autodidacte, il en souffre, bien sûr, mais il n'est nullement passé, à la différence d'autres maurassiens par la suite, par les grandes écoles et en particulier par Normale Supérieure, l'agrégation, etc. Alors, par conséquent, si Maurras se construit et s'il devient un maître, son succès, il le doit d'abord à lui-même. Sans être provocateur, si vous vouliez appliquer des catégories bourdieusiennes à Maurras, je veux dire qu'il démarre avec des handicaps quand même importants. Il y a peu de chances d'y arriver. Et pourtant, alors qu'est-ce qui explique ce succès, cette aura ? D'abord, première chose qui me paraît essentielle chez Maurras, c'est une très forte conscience de sa valeur. C'est quelqu'un qui croit en lui, ce qui compte, hein, et qui se voit un destin, et qui a pour lui-même une stratégie. Il veut aspirer à ce à quoi il est arrivé. Ça, je crois que c'est une donnée absolument fondamentale. Deuxième élément, évidemment, c'est qu'il a une très forte capacité de travail et d'assimilation. C'est très intéressant de voir que tous les portraits qui sont faits de Maurras
y compris par ses adversaires d'ailleurs, sont toujours les mêmes. Hein. Ce personnage, alors qui évidemment, comme il ne peut pas parler, il arrive toujours avec ses tonnes de journaux, il passe son temps à lire, il travaille tout le temps. Enfin, il est constamment dans la création. Et même quand il est en prison, il a largement doublé les 70 ans. Tous les autres détenus sont absolument admiratifs, non pas des journées, parce qu'il se lève tard, hein, il se lève jamais avant 11h midi, mais des nuits qu'il passe. Hein. Bon, puis au bout d'un moment, la prison le laisse faire, parce que bon, voilà. C'est absolument ingérable. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant pour ceux qui connaissent Maurras, c'est de voir qu'il vit dans un bazar absolument épouvantable, et il reconstitue ce bazar au fur et à mesure des lieux qu'il occupe. Hein, c'est-à-dire que, y compris dans sa cellule, au départ c'est rangé, et alors après, alors là, on ne circule plus. Bon, c'est un cadre à lui, c'est un mode de vie qui est le sien. Il travaille et il vit la nuit. Bon, c'est aussi l'habitude de l'Action française. Troisième élément qui joue chez Maurras, c'est sa capacité, et ça, mon collègue Bertrand Joly l'a très bien montré, à propos de Déroulède, enfin de l'analyse que Maurras fait de Déroulède, sa capacité à comprendre les échecs en série du camp nationaliste du boulangisme à l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'Action française après ne marche pas que ça invalide nécessairement le constat qu'il fait sur le nationalisme, son insuffisance doctrinale, etc., etc. Et de ce point de vue, il est tout à fait conscient que le coup d'État, ou la tentative de coup d'État de Déroulède, et il en est conscient sur le moment, est une stupidité. Autre élément intéressant, je vous l'ai dit, je n'y reviens pas, c'est un positionnement propre et toujours transgressif contre les élites. Maurras se bat. Mais, là aussi, il faut bien comprendre que ce n'est pas quelqu'un qui se bat sabre clair et n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il tape à la tête. Alors, c'est d'ailleurs assez amusant parce que vous avez chez Maurras des titres qui ne disent pas forcément le contenu. Dans, par exemple, le dilemme de Marc Sangnier, tout le monde, évidemment, tous les gens qui ont pas lu le livre disent, voilà, c'est formidable, le dilemme de Marc Sangnier, c'est un grand règlement de compte contre la démocratie chrétienne et Marc Sangnier. Oui, bien sûr que c'est ça, bien sûr. Mais en même temps, l'adversaire de Maurras dans le dilemme de Marc Sangnier, c'est à peine Marc Sangnier. Il dit, oui, il est gentil, Marc Sangnier, bon, voilà. C'est Clémenceau. Voilà, c'est Clémenceau. C'est-à-dire, il tape à la tête. Toujours à la tête. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que à la fois il est provocateur, mais c'est une provocation calculée, et une provocation calculée, y compris en 1936 contre Léon Blum, bien entendu. Autre élément important pour finir sur ce point, c'est, je vous le disais, la véritable aura, alors je ne sais pas si on peut parler d'un charisme, le terme a été tellement dévoyé, mais une incontestable aura de Maurras vis-à-vis de toute une partie de ses contemporains. Et ça, c'est extrêmement frappant. Et je dirais, partisan comme adversaire. C'est-à-dire que, évidemment, les maurassiens parlent du maître et sont des disciples. Je vais y venir dans un instant, quant au problème de la rupture. Mais les adversaires le respectent profondément. Et ils respectent en fait profondément un homme pour différentes qualités, et y compris ses qualités littéraires. C'est ce qu'en écrit Albert Thibaudet, le grand critique de la NRF, qui n'a aucune sympathie, qui est un républicain incontestable, Albert Thibaudet, mais bon, lorsqu'il consacre ses premiers textes à Maurras, hein, sur les idées de Maurras, etc., il parle de lui dès les années 1920, eh bien, il insiste sur le style, la qualité du journal. Il dit d'ailleurs l'Action française, c'est un journal admirablement fait. Ce qui est vrai pour l'époque. Car Maurras, je n'ai pas le temps d'en parler, mais là aussi, il renouvelle en profondeur le genre. C'est lui qui lance, par exemple, quelque chose qui aujourd'hui vous paraît tout à fait familier, qui est la revue de presse. Ça ne se faisait nullement avant lui. Et c'est lui qui tient cette rubrique-là et beaucoup d'autres. Alors, un maître, donc, qu'il a voulu devenir. Un maître qui a voulu exercer une influence, pendant sa vie et après sa mort. Maurras, en prison, est très soucieux de savoir ce que va être sa postérité. Il s'intéresse à ce qu'on dit lui en Argentine, en Italie, etc. Mais cette influence, qu'est-ce qu'on peut en dire?
qu'est-ce qu'on peut en dire et comment est-ce qu'on peut essayer d'en dresser une petite synthèse, si vous voulez. Premier élément important, en termes chronologiques, si vous voulez, l'influence sans doute maximale de l'Action française et de Maurras, c'est-à-dire que les deux sont inséparables. Le maurassisme, c'est Maurras plus d'autres et l'Action française. Je vous le disais, elle est essentielle, cette influence, au lendemain du premier conflit mondial. Elle est essentielle au lendemain du premier conflit mondial, non seulement en France, mais à l'étranger. Car la condamnation de 1926 ne va pas faire perdre seulement à l'Action française et au maurassisme des soutiens en France, et notamment le soutien catholique, bien entendu, mais elle va lui en faire perdre aussi beaucoup, et du même ordre, si vous voulez, à l'étranger, notamment en Belgique, au Canada, deux lieux où l'Action française pesait et Maurras pesait. Deuxième élément intéressant, si on regarde un petit peu la sociologie des disciples de Maurras, en France et à l'étranger, j'insiste là-dessus parce que c'est souvent les mêmes, c'est les mêmes catégories que l'on retrouve. Première chose qui est frappante, le poids de la jeunesse, le rôle des étudiants. Et une des forces de l'Action française, ça a été, mais y compris après la Deuxième Guerre mondiale, etc., de toujours ramener des nouvelles générations d'étudiants. Les ramener, est-ce nécessairement les garder et les conserver dans la durée? C'est une autre affaire. Et là, il faudrait, on pourra y venir dans la discussion, si vous voulez, regarder les choses d'un peu près. Mais il est évident que du vivant de Maurras, de l'avant 14 jusqu'à sa mort, hein, et Michel Moore raconte comment à Saint-Symphorien, ils vont le voir, et il a ans, et il leur explique toujours comment ce qu'il faut faire, qu'il faut se battre, etc., etc. Maurras est au plus près de ses disciples. C'est un homme profondément accessible, hein, qui noue, avec toute une série d'entre eux, des liens extrêmement profonds, ce qui, évidemment, permet de comprendre la difficulté des ruptures. Des ruptures qui sont, le plus souvent, dramatiques. Et je prendrai un seul exemple que je cite d'ailleurs dans le livre, c'est celui de Jean de Fabrègue. Jean de Fabrègue, que vous connaissez peut-être par la suite pour être une des grandes figures, la grande figure de la France catholique. Alors, pour vous situer, le jeune Jean de Fabrègue, à 14 ans, priait pour sa mère, Dieu et l'Action française. Voilà, non, mais on a retrouvé des cahiers, des carnets du jeune Jean de Fabrègue, donc ça vous situe le personnage. Il se retrouve secrétaire de Maurras, ça va mal se passer, et il va, au fur et à mesure, en quelques semaines, prendre la mesure effectivement du divorce qui s'annonce. Et voilà ce que dit Fabrègue. Où est-ce que je l'ai mis, ce cher Jean de Fabrègue? Je ne le vois pas. Pourtant, c'est un grand moment, car Fabrègue raconte dans le détail, dans son ouvrage sur Maurras et l'Action française, voilà, page 177, raconte sa rupture. Et c'est extraordinaire. C'est un texte extraordinaire. Ça se passe la nuit, bien entendu. Ça ne peut pas se passer 2 jours peut-être, mais le matin, sûrement pas. Donc Fabrègue, puisque Maurras passe sa nuit à l'imprimerie en train de corriger des épreuves, puisqu'il écrit en fait un article, puis après il va le reprendre et revenir au premier. Enfin bon, l'histoire est connue. Et Fabrègue donc vient le voir et il se retrouve des soirs durant, ça dure près d'une semaine, et voilà ce qu'en dit Fabrègue. Il parle de Maurras. Patiemment, calmement. Il essaya de réduire nos oppositions, de répondre à nos objections. Sourde. Ma voix parvenait mal à son oreille. Nous étions parfois assis côte à côte, parfois debout dans la proximité d'un combat déchirant, parce qu'évidemment, il faut lui parler au plus près du conduit auditif. Son avant-dernier mot fut pour me dire, en politique, extraordinaire, il faut réussir. Je fais de la politique. La droite française a toujours été vaincue parce qu'elle s'est toujours divisée. Vous recommencez l'histoire des guerres chouanes.
Mes raisons étaient d'un autre ordre. Mais quand on a à peine dépassé 20 ans, qu'on brise avec ce qui vous a fait jusqu'alors exister dans l'intelligence et conduit vers vos raisons de vivre, l'âme se brise. La conclusion est magnifique. Il y eut des larmes dans mes yeux, c'est Fabrègue qui écrit, et dans ceux de Maurras, une lumière étincelante. La rupture a eu lieu, on passe à autre chose. Et on pourrait évidemment évoquer toute une série d'autres dissidences, d'autres ruptures. Alors, c'est important cette question des dissidences et des ruptures, parce que ça invite tout de même à réfléchir à ce qu'a pu représenter pour toutes ces jeunes générations, si vous voulez, successivement engagées dans l'Action française et dans le maurassisme, ce qu'a pu représenter la force justement de cet engagement. Et là, au risque peut-être de choquer certains d'entre vous, mais c'est pas grave, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec l'engagement au Parti communiste. De même qu'il est intéressant de voir le parallèle Maurras-Sartre, l'engagement à l'AF et l'engagement au Parti communiste présentent ce point commun, qu'il n'est nullement un engagement dans lequel, au fond, on ne s'implique. Enfin, c'est un engagement dans lequel on s'implique, je dirais, presque entièrement, si vous voulez. C'est pas une simple carte. Simplement, la différence marquante, au-delà du fait que le PC a un appareil que l'Action française n'a pas, évidemment, c'est que le militant communiste, quand il rompt avec le parti. En considérant d'ailleurs souvent tous les récits des dissidents, de Santi à beaucoup d'autres, expliquent qu'au fond, ils se sentent plus communistes que, en quittant le parti, que, évidemment, lorsqu'ils y étaient. Mais c'est le parti qui compte, c'est l'organisation. Là, l'Action française, la Ligue, personne n'en parle jamais, et Maurras d'ailleurs s'y intéresse assez peu. La rupture, elle se fait non pas avec l'organisation, elle se fait avec l'homme. Ce maître dont je vous parlais, qui a retiré les chimères de nos cerveaux, etc., etc. Et là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, et d'ailleurs tout un vocabulaire assez amusant qui mériterait d'être creusé quant à la façon dont les maurassiens parlent de Maurras. D'ailleurs, les plus jeunes générations. C'est le vieux, mais c'est dit très, très affectueusement. On le protège. On protège. Donc c'est Gilbert Comte en 68 quand il va faire un papier dans Le Monde je crois que c'est Moore qui lui écrit, me semble-t-il, c'est Moore qui lui dit tu as fait le maximum qui pouvait être fait pour le vieux. Voilà. Eu égard à ce moment-là à ce qui pouvait être fait. Donc un maître, je vous le disais, qui agrège des disciples de jeunes générations extrêmement liés avec lui et avec lesquels, encore une fois, les relations sont extrêmement étroites. Mais des disciples, et je finis sur ce point avant de conclure sur un tout dernier, des disciples que Maurras a attirés, qu'il cherche bien sûr à garder et qu'il a constamment ménagés. Ménager en leur donnant aussi une place extraordinaire. C'est une promotion, c'est le jeune Brasillac, etc., qui se retrouve critique littéraire à une vingtaine d'années passées. Enfin, il y a une sélection de talents, il y a une pépinière que Maurras sent, que l'Action française sent, et la jeunesse ne leur fait sur ce plan-là, nullement peur. Que ce soit Maurras, Daudet, ça c'est extrêmement important à souligner. Alors, dernier point, c'est finalement le problème, je finis sur ces ruptures, le problème des motivations. Je vous le disais, la question essentielle dans la rupture avec le maurassisme et avec le maître, c'est souvent la question de l'action. C'est finalement la difficulté qui est celle de l'Action française à justement faire de la politique et à passer des écrits aux actes. Et je voudrais terminer là-dessus en soulignant bien que cette question de l'action, elle est absolument récurrente, je vous l'ai dit, mais qu'elle pose aussi, cette question de l'action, celle du profil même des maurassiens engagés. Pourquoi est-on maurassien ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Quelqu'un comme Thierry Molnier, par exemple, est resté, bon après il a rompu après la guerre, mais enfin j'ai fait soutenir une thèse sur Molnier. Molnier c'est très compliqué, c'est pas un renégat non plus. Hein. Bon, même si les gens d'Action française ont dit qu'il avait trahi en allant au journal maudit, Le Figaro, il reste quand même très marqué par son empreinte maurassienne. Mais finalement Molnier va s'accommoder de cette situation, car au fond Molnier, qui était sans doute le disciple le plus proche de Maurras, enfin, parmi cette génération-là, était d'abord un intellectuel beaucoup plus qu'un potentiel homme d'action. En revanche, pour tous ceux qui ont adhéré à la Ligue, pour tous ceux qui ont milité, effectivement, c'est un constat d'échec et un échec cuisant. Et de ce point de vue, je voudrais vous citer quand même deux des grands dissidents des années 20, mais qui sont, à mon sens, parmi les plus intéressants, avant d'évoquer évidemment Rebattet pour le troisième. C'est Louis Limier. J'aimerais beaucoup rééditer 20 ans d'Action française. J'ai pu rééditer Georges Valois, L'homme contre l'argent. Alors, bon, évidemment, Valois, le procès avec l'AF est épouvantable, mais il a été une figure absolument essentielle de l'Action française, et Limier et Valois disent à peu près la même chose, même si Valois y met une part de mauvaise foi sans doute, mais ils disent beaucoup de choses en commun, et sur ce rapport à l'action, et sur ce basculement d'un certain nombre de maurassiens vers le fascisme, il y a évidemment la figure de Lucien Rebattet dans Les Décombres, et le célèbre chapitre sur l'inaction française, avec la formule « Que vienne enfin le temps de l'action ». Concluons en moins de 2 minutes. Que reste-t-il, vous le disiez, de l'actualité de Maurras ? Vaste affaire. Alors, vaste affaire, cela étant, le journal a duré, il a duré très longtemps, et Maurras a d'ailleurs tout fait pour le conserver. En 1936, quand la Ligue est interdite, son seul souci c'est que le journal continue, il continue, et je dirais qu'il y a toujours eu, et depuis les origines, une presse maurassienne, y compris aujourd'hui, même si évidemment elle n'a pas l'audience qui était la sienne par le passé. Cela étant, par rapport à l'actualité de Maurras, il y a 2 choses qui me paraissent importantes. La première, c'est effectivement, vous le disiez, qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut être encore mobilisé ? Il est évident qu'il y a toute une partie du discours maurassien qui est complètement en décalage, je veux dire, avec les réalités du temps, c'est incontestable, mais il y a peut-être aussi dans l'œuvre, y compris littéraire bien sûr, mais politique, des éléments, je vous le disais, sur la décentralisation, les langues régionales, toutes une série de choses qui pourraient être reprises. Mais, j'ai démarré mon livre avec ça, mais c'est pas uniquement un clin d'œil. J'ai été très frappé par les propos de NKM. Moi, je les ai trouvés très intéressants. Sur Buisson et les Maurassiens du MP. Alors tout le monde peut rigoler en disant qu'ils peuvent être les Maurassiens du MP, évidemment. Pourtant que Buisson n'était pas à la F. D'accord. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est de voir que Maurras, lorsqu'il apparaît, lorsqu'il revient, est quand même mis en avant, justement, à travers l'opprobre. C'est quasiment un discours les politistes diraient, c'est un label infamant, mais incontestablement. Et je dirais qu'à travers ça, je crois que le procès du mauvais maître n'est pas encore complètement fini, y compris d'ailleurs de la part de gens, je ne veux pas faire de procès d'intention, qui n'ont probablement jamais lu une ligne du maître de Martigues. Je vous remercie. Merci.